Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. En fait, quand vous rentrez dans la zone d'attente, il y a un poste de police. Derrière le poste de police, il y a un paravent. Et derrière ce paravent, il y a une zone de 3 mètres carrés. Les enfants sont placés ici entre 6h et 21h. Donc pendant 6h et 21h, ils sont dans 3 mètres carrés avec des jouets. Donc c'est ce qui permet au ministre de l'Intérieur de considérer que c'est adapté aux enfants. Donc il y a des jouets, donc ça va. Ce qui est assez lunaire humainement parlant. Et voilà, ils ne peuvent pas sortir, on leur donne des chips, de l'eau, de la compote. Moi, ma cliente, une petite de 12 ans l'an dernier, qui m'avait dit qu'on lui avait donné des chips, de l'eau et de la compote pendant 5 jours. Voilà un peu les conditions dans lesquelles les enfants sont placés. L'administratrice ad hoc, la personne qui représente légalement l'enfant durant son maintien en zone d'attente, avait fait une attestation de l'état de dénuement total dans lequel les enfants étaient. Il y avait des indices de sidération, la personne était recroquevillée sur elle-même, elle ne mangeait quasiment pas, elle pleurait tout le temps. Psychiquement, en fait, c'est un traumatisme. Beaucoup de gens ignorent que des enfants peuvent être retenus à l'aéroport pendant qu'eux passent la douane. Et c'est une chambre, enfin c'est une salle juste à côté. Je m'appelle Samy Djemaoun, je suis avocat au barreau de Paris, en droit des étrangers, droit d'asile et droits et libertés fondamentaux. S'agissant de l'enfant de 14 ans, elle est arrivée de Côte d'Ivoire pour passer des vacances, c'était la première fois qu'elle venait en France. Elle est scolarisée en Côte d'Ivoire, il y a une réinscription pour l'année prochaine. Il y a eu un visa qui a été dûment demandé par son père au consulat français en résidence à Abidjan, qui a été délivré par les autorités françaises. Elle se faisait une joie effectivement de pouvoir venir la première fois en France, puisque son père en fait lui a payé ce voyage parce que pour la récompenser de ses résultats scolaires. Elle prend l'avion, munie de son visa valide délivré par la France, et à l'aéroport, on lui pose des questions, en l'occurrence la police aux frontières, la PAF, lui pose des questions sur son motif de voyage en France, et elle ne comprend pas bien, et de ses réponses, parce qu'elle parle un peu français, en tant que touriste, on n'a pas besoin de parler français pour voyager en France. Voilà, je pense que toutes les personnes qui voyagent dans des pays non francophones ne parlent pas la langue du pays. Eh bien, elle aurait dû avoir un interprète. Elle aurait dû avoir un interprète, et ce qui n'a pas été le cas, ce qui fait que les réponses aux questions qui lui ont été posées n'ont pas satisfait la police aux frontières. De là, ils ont suspecté un détournement de l'objet du voyage, nonobstant le visa est régulier avec les justificatifs qui allaient. Et à ce moment-là, on lui a opposé un refus d'entrée, premièrement, en disant que vous n'avez pas le droit d'entrer en France. Et deuxièmement, du refus d'entrée, ils l'ont placé en zone d'attente. Donc la zone d'attente, c'est une zone où on n'est fictivement pas en France. Quand il y a un mineur qui arrive en zone d'attente, un mineur non accompagné, il y a une obligation légale de lui désigner ce qu'on appelle un administrateur ad hoc. Et ce qui s'est passé, c'est que l'administrateur ad hoc a mis 4 heures pour arriver. Pour l'enfant de 10 ans, il a mis 14 heures pour arriver, l'administrateur ad hoc. Et ça a été d'ailleurs le motif de libération devant le juge des libertés de la détention, puisque pendant toute cette période-là, la personne, en l'occurrence enfant, n'a pas pu exercer ses droits. La zone d'attente d'Orly, c'est une grande salle qui fait, je sais pas, je dirais 60 mètres carrés, et il y a un espace enfant qui fait 3 mètres carrés. Voilà, pour l'avoir visité, il y a un paravent, en fait, quand vous rentrez dans la zone d'attente, il y a un poste de police, derrière le poste de police, il y a un paravent, et derrière ce paravent, il y a une zone de 3 mètres carrés. Les enfants sont placés ici, entre 6h et 21h. Il y a la zone adulte à laquelle ils ne peuvent pas accéder, et il y a une petite cour avec des barbelés dans laquelle ils ne peuvent pas accéder puisque ça implique qu'ils passent par la zone adulte. Zone d'attente dans laquelle donc, ils sont à l'hôtel la nuit. Il y a une nounou, qui s'appelle une nounou, c'est-à-dire que c'est une personne qui est mandatée par la compagnie aérienne avec laquelle l'enfant est arrivé, qui est chargée de rester avec eux à l'hôtel, et ensuite dans la zone d'attente entre 6h et 21h. Donc pendant 6h et 21h, ils sont dans 3 mètres carrés avec des jouets. Donc c'est ce qui permet au ministre de l'Intérieur de considérer que c'est adapté aux enfants. Donc il y a des jouets, donc ça va. Ce qui est assez lunaire humainement parlant. Et voilà, ils ne peuvent pas sortir, on leur donne des chips, de l'eau, de la compote. Moi, ma cliente, une petite de 12 ans l'an dernier, qui m'avait dit qu'on lui avait donné des chips, de l'eau et de la compote pendant 5 jours. Donc voilà un peu les conditions dans lesquelles
les enfants sont placés, sachant que l'administratrice ad hoc avait fait une attestation, donc l'administratrice ad hoc qui est la personne qui représente légalement l'enfant durant son maintien en zone d'attente, avait fait une attestation pour les 2 enfants qui attestait effectivement de l'état de dénuement total dans lequel les enfants étaient. Il y avait des indices de sidération, la personne était recroquevillée sur elle-même, elle ne mangeait quasiment pas, elle pleurait tout le temps, voilà. Donc il y avait vraiment, psychiquement, en fait, c'est un traumatisme. Moi, j'ai encore des clientes et des clients enfants que j'ai fait libérer et qui sont encore en suivi psychologique. C'est une zone traumatique, c'est un passage traumatique pour un enfant. Moi, je me souviens effectivement d'une cliente qui disait qu'elle rêvait de policiers parce que en fait, les personnes sont en fait dans un espace d'enfermement. Donc il y a des policiers tout le temps, des adultes pas très loin qui crient, qui ne sont pas forcément bien psychologiquement, parce que je vous parle de l'influence d'une zone d'attente pour des enfants, mais alors pour des adultes, c'est également aussi éprouvant. Donc si c'est éprouvant pour des adultes, pour des enfants, c'est absolument l'enfer. Alors, c'était une petite Française à laquelle on avait retiré illégalement le passeport. Illégalement, pourquoi je dis ça? Parce que le juge a considéré que c'était illégal. On lui avait retiré le passeport français en considérant qu'elle n'était pas française. Elle a passé quand même 5 jours en zone d'attente. 5 jours en zone d'attente de manière illégale ou avec des conditions peu ou prou similaires à celles que je vous ai décrites. Moi, j'ai effectivement eu beaucoup de situations d'enfants en zone d'attente avec à chaque fois la constante qu'il y a, c'est traumatisme. Moi, c'est des dossiers qui me touchent beaucoup, que je défends pro bono, donc gratuitement, parce que j'estime qu'il n'y a pas à avoir de barrière entre un enfant et la justice, que c'est déjà suffisamment éprouvant pour que l'argent devienne un obstacle, en réalité, à l'exercice de leurs droits. L'enfant de 10 ans, le juge a dit la procédure est irrégulière. Maintenir un enfant pendant 14 heures privé de ses droits, c'est une atteinte évidente à ses droits. Ce qui s'est passé, c'est pour vous montrer le paradigme dogmatique dans lequel l'administration est, ils ont refusé de le remettre à sa mère, à ses parents. Parents, carte de résident, parents d'enfants réfugiés. Il y avait le lien de filiation, mais ils ont saisi l'aide sociale à l'enfance, l'ASE. L'administratrice ad hoc a écrit au procureur, j'ai écrit au procureur pour leur dire qu'il faut qu'il soit remis à ses parents. Et c'est in fine, in extremis, que le procureur a indiqué à la PAF, vous le remettez à ses représentants légaux, à savoir ses parents. Pour éviter ce problème qu'il y avait eu, parce que j'ai fait libérer le petit de 10 ans un jour avant la petite de 14 ans. Eh bien, le juge des référés, donc au tribunal administratif, a non seulement considéré que le refus d'entrée portait une atteinte grave et manifestement illégale à 3 libertés fondamentales, l'intérêt supérieur de l'enfant, la liberté d'aller et venir et le droit à la vie privée et familiale. Et dans l'injonction, il a enjoint de remettre l'enfant de 14 ans à sa tante avec son nom et son prénom pour éviter que la police aux frontières refasse la même chose que la veille. Donc ça veut dire qu'elle avait jusqu'au 17 août pour passer ses vacances, parce qu'elle revient en Côte d'Ivoire le 17 août, et donc ces 5 premiers jours, elle les a passés en zone d'attente. Vous avez légalement une possibilité de refuser à un enfant l'entrée sur le territoire français et de le placer en zone d'attente. S'agissant de la rétention administrative, la France s'est faite condamner 13 fois par la Cour européenne des droits de l'homme pour maintenir des enfants en rétention administrative, en considérant que ce n'était pas possible. La France a fini pour la rétention administrative à se mettre au diapason avec la CEDH et a interdit la rétention administrative des enfants en métropole. Pour la zone d'attente, le cadre légal français est toujours le même. C'est-à-dire l'administration peut refuser l'entrée à un enfant si elle estime qu'elle ne remplit pas les conditions d'entrée. Ça, c'est le cadre légal. Après, il y a la jurisprudence et la disproportion. Donc, ça veut dire que est-ce que laisser un enfant... pour le dire autrement, est-ce que c'est parce que le droit dit qu'on peut placer un enfant en zone d'attente que placer un enfant en zone d'attente est légal? Il y a 2 choses. Et donc, le contrôle du juge sur un placement en zone d'attente d'un enfant, c'est le contrôle, notamment, si je mets les nullités de côté et l'irrecevabilité, c'est le contrôle de la disproportion. Donc, est-ce qu'au regard du maintien en zone d'attente, des conditions du maintien en zone d'attente, de l'âge de l'enfant, de toute une série d'éléments, est-ce que ça conduit à effectivement une disproportion, une méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant,
une méconnaissance du principe de dignité de la personne humaine, etc. etc. Moi, je me battrai jusqu'au bout pour que, effectivement, il ne puisse, qu'un enfant qui arrive sur le territoire français seul ne puisse plus être placé en zone d'attente effectivement dans les conditions dans lesquelles ils sont actuellement placés. L'enfermement des enfants date pas de l'administration, de la prise de fonction de M. Retailleau en tant que ministre de l'Intérieur. Il y a toujours eu des enfants en zone d'attente. La question, c'est est-ce que les cas juridiques qui se présentent aujourd'hui sont ceux qu'on avait l'an dernier déjà, juste pour raisonner à court terme? La réponse est non. C'est-à-dire que là, on a des situations comme celle de ma cliente ressortissante marocaine qui arrive en situation régulière. Elle part voir ses parents, ça fait 7 ans qu'elle est en France, elle revient en France et on lui dit « Madame, vous avez une OQTF » ou voilà, un enfant qui arrive avec un visa valide délivré par la France et on lui dit « Non, en fait, vous avez mal répondu aux questions, on vous passe en attente. » Enfin, on cherche la moindre petit détail, la moindre petite incohérence au mépris de toutes les garanties auxquelles ont droit les personnes qui arrivent sur le territoire français, donc droit à un interprète, voilà. Et ben on cherche le petit détail pour pouvoir effectivement refuser l'entrée. Il y a factuellement et de manière assez objective une augmentation de l'utilisation des mesures pour des cas pour lesquels normalement il ne devrait pas y avoir de contentieux en fait. C'est surtout ça qui est inquiétant, c'est la mobilisation de décisions administratives, de mesures administratives, de cadres juridiques pour des personnes qui ne sont pas concernées par ce cadre juridique en fait. C'est surtout ça qui est dérangeant et ensuite effectivement il y a toujours ces problématiques à chaque fois de multiplication des procédures où il y a 2 juges qui interviennent et in fine l'administration quand elle se fait condamner elle se dit bon bah sur 100 personnes il y en a peut-être 20 qui ont été libérées ou j'ai été condamné, sur les 20 je vais devoir éventuellement indemniser si on fait une procédure indemnitaire. Bon, bah ça vaut le coup. Voilà. Tant que l'administration, ça ne nous coûtera pas plus cher de ne pas respecter les décisions de justice que de les respecter, bon, bah, calcul coût-avantage, voilà. C'est un peu pareil pour la saisine du tribunal administratif pour en droit des étrangers sur les titres de séjour. Voilà, une personne qui perd leur emploi parce qu'ils n'ont pas de récépissé. Enfin, je veux dire, c'est une logique en fait où le sous-jacent il est politique. Mais il ne faut pas oublier qu'on raisonne dans un cadre juridique. Et le cadre juridique, c'est un cadre dans lequel on identifie des normes. Les normes, on les applique à des cas et il ne devrait pas y avoir d'appréciation politique quand on juge un cas juridique. Dans les prétoires, il n'y a pas de politique. On sent effectivement qu'on a en tout cas des consignes du ministre de l'Intérieur aux préfectures, à la PAF, pour telle et telle situation, vous faites ça. Pourquoi ma cliente de 58 ans, française depuis 97, d'un coup, le 2 juin, quand elle voyage, on lui dit « Madame, vous n'êtes plus française », alors qu'on lui a renouvelé son passeport depuis 24 ans. 3 fois. On constate des choses qui interpellent et qui laissent à penser qu'effectivement, il y a des consignes qui sont données dans un sens donné. Tout le monde ne vient pas en France pour les mêmes raisons. Il y en a qui viennent pour du tourisme, il y en a qui viennent pour s'établir, voilà, qui ont des visas, c'est pour ça qu'il y a des visas court séjour, des visas long séjour. Il y en a qui viennent en visiteur, donc ça veut dire qu'ils sont toujours de passage mais qui s'engagent à ne pas travailler. Donc, vraiment, et il y a aussi des personnes qui arrivent en France parce qu'elles fuient leur pays pour des risques de persécution. Et ça, la Convention de Genève permet effectivement de demander l'asile en France pour des risques de persécution en cas de retour dans le pays d'origine. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'alerter à chaque fois le public de ce qui se passe, parce qu'en réalité, voilà, il y a des gens qui ignorent ce que c'est une zone d'attente. Il y a des gens beaucoup de gens ignorent que des enfants peuvent être retenus à l'aéroport pendant qu'eux passent la douane. Et c'est une chambre, c'est une salle juste à côté. Donc moi, en tant qu'avocat, modestement, j'essaye de pouvoir alerter des cas que j'ai et qui me semblent humainement problématiques et juridiquement illégal. Mais ce qui est certain, c'est que si on n'alerte pas, l'administration continuera. Il me semble que alerter est la bonne chose à faire.